Le dernier jour d'un condamné, de Victor Hugo. Du chapitre 38 à 49. Chapitre 38. Il est 1h15. Voici ce que j'éprouve maintenant. Une violente douleur de tête. Les reins froids, le front brûlant. Chaque fois que je me lève ou que je me penche, il me semble qu'il y a un liquide qui flotte dans mon cerveau, et qui fait battre ma cervelle contre les parois du crâne. J'ai des tressaillements convulsifs, et de temps en temps la plume tombe de mes mains comme par une secousse galvanique. Les yeux me cuisent comme si j'étais dans la fumée. J'ai mal dans les coudes. Encore 2h45 et je serai guéri. Chapitre 39. Ils disent que ce n'est rien, qu'on ne souffre pas, que c'est une fin douce, que la mort de cette façon est bien simplifiée. Et qu'est-ce donc que cette agonie de 6 semaines et ce râle de tout un jour? Qu'est-ce que les angoisses de cette journée irréparable, qui s'écoule si lentement et si vite? Qu'est-ce que cette échelle de torture qui aboutit à l'échafaud? Apparemment ce n'est pas là souffrir. Ne sont-ce pas les mêmes convulsions, que le sang s'épuise goutte à goutte, ou que l'intelligence s'éteigne pensée à pensée? Et puis, on ne souffre pas, en sont-ils sûrs? Qui le leur a dit? Compte-t-on que jamais une tête coupée se soit dressée sanglante au bord du panier et qu'elle ait crié au peuple, cela ne fait pas de mal? Y a-t-il des morts de leur façon qui soient venus les remercier et leur dire, c'est bien inventé? Tenez-vous-en là. La mécanique est bonne. Est-ce Robespierre? Est-ce Louis XVI? Non, rien. Moins qu'une minute, moins qu'une seconde, et la chose est faite. Se sont-ils jamais mis, seulement en pensée, à la place de celui qui est là, au moment où le lourd tranchant qui tombe mord la chair, rompt les nerfs, brise les vertèbres? Mais quoi? Une demi-seconde. La douleur est escamotée. Horreur. Chapitre 40. Il est singulier que je pense sans cesse au roi. J'ai beau faire, beau secouer la tête, j'ai une voix dans l'oreille qui me dit toujours. Il y a dans cette même ville, à cette même heure, et pas bien loin d'ici, dans un autre palais, un homme qui a aussi des gardes à toutes ses portes, un homme unique comme toi dans le peuple, avec cette différence qu'il est aussi haut que tu es bas. Sa vie entière, minute par minute, n'est que gloire, grandeur, délices, enivrement. Tout est autour de lui amour, respect, vénération. Les voix les plus hautes deviennent basses en lui parlant et les fronts les plus fiers ploient. Il n'a que de la soie et de l'or sous les yeux. À cette heure, il tient quelques conseils de ministres ou tous sont de son avis, ou bien songe à la chasse de demain, au bal de ce soir, sûr que la fête viendra à l'heure, et laissant à d'autres le travail de ses plaisirs. Eh bien, cet homme est de chair et d'os comme toi. Et pour qu'à l'instant même l'horrible échafaud s'écroulât, pour que tout fût rendu, vie, liberté, fortune, famille, il suffirait qu'il écrivît avec cette plume les 7 lettres de son nom au bas d'un morceau de papier, ou même que son carrosse rencontrât ta charrette. Et il est bon, et il ne demanderait pas mieux peut-être, et il n'en sera rien. Chapitre 41. Eh bien donc, ayons courage avec la mort, prenons cette horrible idée à 2 mains, et considérons-la en face. Demandons-lui compte de ce qu'elle est, sachons ce qu'elle nous veut, retournons-la en tous sens, épelons l'énigme, et regardons d'avance dans le tombeau. Il me semble que, dès que mes yeux seront fermés, je verrai une grande clarté et des abîmes de lumière où mon esprit roulera sans fin.
Il me semble que le ciel sera lumineux de sa propre essence, que les astres y feront des taches obscures, et qu'au lieu d'être comme pour les yeux vivants des paillettes d'or sur du velours noir, ils sembleront des points noirs sur du drap d'or. Ou bien, misérable que je suis, ce sera peut-être un gouffre hideux, profond, dont les parois seront tapissées de ténèbres, et où je tomberai sans cesse en voyant des formes remuées dans l'ombre. Ou bien, en m'éveillant après le coup, je me trouverai peut-être sur quelque surface plane et humide, rampant dans l'obscurité et tournant sur moi-même comme une tête qui roule. Il me semble qu'il y aura un grand vent qui me poussera, et que je serai heurté çà et là par d'autres têtes roulantes. Il y aura par place des mares et des ruisseaux d'un liquide inconnu et tiède, tout sera noir. Quand mes yeux, dans leur rotation, seront tournés en haut, ils ne verront qu'un ciel d'ombre, dont les couches épaisses pèseront sur eux, et au loin dans le fond de grandes arches de fumée plus noires que les ténèbres. Ils verront aussi voltiger dans la nuit de petites étincelles rouges, qui, en s'approchant, deviendront des oiseaux de feu. Et ce sera ainsi toute l'éternité. Il se peut bien aussi qu'à certaines dates les morts de la grève se rassemblent par de noires nuits d'hiver sur la place qui est à eux. Ce sera une foule pâle et sanglante, et je n'y manquerai pas. Il n'y aura pas de lune, et l'on parlera à voix basse. L'hôtel de ville sera là, avec sa façade vermoulue, son toit déchiqueté, et son cadran qui aura été sans pitié pour tous. Il y aura sur la place une guillotine de l'enfer où un démon exécutera un bourreau, ce sera à 4 heures du matin. À notre tour nous ferons foule autour. Il est probable que cela est ainsi. Mais si ces morts-là reviennent, sous quelle forme reviennent-ils ? Que gardent-ils de leurs corps incomplets et mutilés ? Que choisissent-ils ? Est-ce la tête ou le tronc qui est spectre ? Hélas ! Qu'est-ce que la mort fait avec notre âme ? Quelle nature lui laisse-t-elle ? Qu'a-t-elle à lui prendre ou à lui donner ? Où la met-elle ? Lui prête-t-elle quelquefois des yeux de chair pour regarder sur la terre, et pleurer ? Ah ! Un prêtre. Un prêtre qui sache cela. Je veux un prêtre, et un crucifix à baiser. Mon Dieu, toujours le même. Chapitre 42. Je l'ai prié de me laisser dormir, et je me suis jeté sur le lit. En effet, j'avais un flot de sang dans la tête, qui m'a fait dormir. C'est mon dernier sommeil, de cette espèce. J'ai fait un rêve. J'ai rêvé que c'était la nuit. Il me semblait que j'étais dans mon cabinet avec 2 ou 3 de mes amis, je ne sais plus lesquels. Ma femme était couchée dans la chambre à coucher à côté, et dormait avec son enfant. Nous parlions à voix basse, mes amis et moi, et ce que nous disions nous effrayait. Tout à coup il me sembla entendre un bruit quelque part dans les autres pièces de l'appartement. Un bruit faible, étrange, indéterminé. Mes amis avaient entendu comme moi. Nous écoutâmes, c'était comme une serrure qu'on ouvre sourdement, comme un verrou qu'on scie à petit bruit. Il y avait quelque chose qui nous glaçait, nous avions peur. Nous pensâmes que peut-être c'étaient des voleurs qui s'étaient introduits chez moi, à cette heure si avancée de la nuit. Nous résolûmes d'aller voir. Je me levai, je pris la bougie. Mes amis me suivaient, un à un. Nous traversâmes la chambre à coucher, à côté. Ma femme dormait avec son enfant. Puis nous arrivâmes dans le salon. Rien. Les portraits étaient immobiles dans leur cadre d'or sur la tenture rouge. Il me sembla que la porte du salon à la salle à manger n'était point à sa place ordinaire. Nous entrâmes dans la salle à manger, nous en fîmes le tour. Je marchais le premier.
La porte sur l'escalier était bien fermée, les fenêtres aussi. Arrivé près du poêle, je vis que l'armoire au linge était ouverte, et que la porte de cette armoire était tirée sur l'angle du mur comme pour le cacher. Cela me surprit. Nous pensâmes qu'il y avait quelqu'un derrière la porte. Je portai la main à cette porte pour refermer l'armoire, elle résista. Étonné, je tirai plus fort, elle céda brusquement, et nous découvrîmes une petite vieille, les mains pendantes, les yeux fermés, immobile, debout, et comme collée dans l'angle du mur. Cela avait quelque chose de hideux, et mes cheveux se dressent d'y penser. Je demandai à la vieille. « Que faites-vous là ?» Elle ne répondit pas. Je lui demandai. « Qui êtes-vous » Elle ne répondit pas, ne bougea pas, et resta les yeux fermés. Mes amis dirent. C'est sans doute la complice de ceux qui sont entrés avec de mauvaises pensées, ils se sont échappés en nous entendant venir, elle n'aura pu fuir et s'est cachée là. Je l'ai interrogée de nouveau, elle est demeurée sans voix, sans mouvement, sans regard. Un de nous l'a poussée à terre, elle est tombée. Elle est tombée tout d'une pièce, comme un morceau de bois, comme une chose morte. Nous l'avons remuée du pied, puis deux de nous l'ont relevée et de nouveau appuyée au mur. Elle n'a donné aucun signe de vie. On lui a crié dans l'oreille, elle est restée muette comme si elle était sourde. Cependant, nous perdions patience, et il y avait de la colère dans notre terreur. Un de nous m'a dit. Mettez-lui la bougie sous le menton. Je lui ai mis la mèche enflammée sous le menton. Alors elle a ouvert un œil à demi, un œil vide, terne, affreux, et qui ne regardait pas. J'ai ôté la flamme et j'ai dit. Ah! Enfin! Répondras-tu, vieille sorcière? Qui es-tu? L'œil s'est refermé comme de lui-même. Pour le coup, c'est trop fort, ont dit les autres. Encore la bougie. Encore? Il faudra bien qu'elle parle. J'ai replacé la lumière sous le menton de la vieille. Alors, elle a ouvert ses deux yeux lentement, nous a regardés tous les uns après les autres, puis, se baissant brusquement, a soufflé la bougie avec un souffle glacé. Au même moment j'ai senti 3 dents aiguës s'imprimer sur ma main, dans les ténèbres. Je me suis réveillé, frissonnant et baigné d'une sueur froide. Le bon aumônier était assis au pied de mon lit, et lisait des prières. Ai-je dormi longtemps? Lui ai-je demandé. Mon fils, m'a-t-il dit, vous avez dormi 1 heure. On vous a amené votre enfant. Elle est là dans la pièce voisine, qui vous attend. Je n'ai pas voulu qu'on vous éveillât. Oh! Ai-je crié, ma fille, qu'on m'amène ma fille. Chapitre 43. Elle est fraîche, elle est rose, elle a de grands yeux, elle est belle. On lui a mis une petite robe qui lui va bien. Je l'ai prise, je l'ai enlevée dans mes bras, je l'ai assise sur mes genoux, je l'ai baisée sur ses cheveux. Pourquoi pas avec sa mère? Sa mère est malade, sa grand-mère aussi. C'est bien. Elle me regardait d'un air étonné, caressée, embrassée, dévorée de baisers et se laissant faire, mais jetant de temps en temps un coup d'œil inquiet sur sa bonne, qui pleurait dans le coin. Enfin j'ai pu parler. Marie, ai-je dit, ma petite Marie. Je la serrai violemment contre ma poitrine enflée de sanglots. Elle a poussé un petit cri. Oh! Vous me faites du mal, monsieur, m'a-t-elle dit. Monsieur? Il y a bientôt 1 an qu'elle ne m'a vu, la pauvre enfant. Elle m'a oublié, visage, paroles, accent, et puis, qui me reconnaîtrait avec cette barbe, ces habits et cette pâleur.
Quoi? Déjà effacée de cette mémoire, la seule où j'eusse voulu vivre. Quoi? Déjà plus père? Être condamné à ne plus entendre ce mot de la langue des enfants, si doux qu'il ne peut rester dans celle des hommes, papa. Et pourtant l'entendre de cette bouche, encore une fois, une seule fois, voilà tout ce que j'eusse demandé pour les 40 ans de vie qu'on me prend. Écoute, Marie, lui ai-je dit en joignant ses deux petites mains dans les miennes, est-ce que tu ne me connais point? Elle m'a regardé avec ses beaux yeux, et a répondu. Ah bien non. Regarde bien, ai-je répété. Comment, tu ne sais pas qui je suis? Si, a-t-elle dit. Un monsieur. Hélas. N'aimer ardemment qu'un seul être au monde, l'aimer avec tout son amour, et l'avoir devant soi, qui vous voit et vous regarde, vous parle et vous répond, et ne vous connaît pas. Ne vouloir de consolation que de lui, et qu'il soit le seul qui ne sache pas qu'il vous en faut parce que vous allez mourir. Marie, ai-je repris, as-tu un papa? Oui, monsieur, a dit l'enfant. Eh bien, où est-il? Elle a levé ses grands yeux étonnés. Ah! Vous ne savez donc pas. Il est mort? Puis elle a crié, j'avais failli la laisser tomber. Mort? Disais-je. Marie, sais-tu ce que c'est qu'être mort? Oui, monsieur, a-t-elle répondu. Il est dans la terre et dans le ciel. Elle a continué d'elle-même. Je prie le bon Dieu pour lui matin et soir sur les genoux de maman. Je l'ai baisé au front. Marie, dis-moi ta prière. Je ne peux pas, monsieur. Une prière, cela ne se dit pas dans le jour. Venez ce soir dans ma maison, je la dirai. C'était assez de cela. Je l'ai interrompu. Marie, c'est moi qui suis ton papa. Ah! M'a-t-elle dit. J'ai ajouté, veux-tu que je sois ton papa? L'enfant s'est détourné. Non, mon papa était bien plus beau. Je l'ai couverte de baisers et de larmes. Elle a cherché à se dégager de mes bras en criant. Vous me faites mal avec votre barbe. Alors, je l'ai replacée sur mes genoux, en la couvant des yeux, et puis je l'ai questionnée. Marie, sais-tu lire? Oui, a-t-elle répondu. Je sais bien lire. Maman me fait lire mes lettres. Voyons, lis un peu, lui ai-je dit en lui montrant un papier qu'elle tenait chiffonné dans une de ses petites mains. Elle a hoché sa jolie tête. Ah bien. Je ne sais lire que des fables. Et c'est toujours. Voyons, lis. Elle a déployé le papier, et s'est mise à épeler avec son doigt. A, R, E, T, arrêt. Je lui ai arraché cela des mains. C'est ma sentence de mort qu'elle me lisait. Sa bonne avait eu le papier pour 1 sou. Il me coûtait plus cher, à moi. Il n'y a pas de parole pour ce que j'éprouvais. Ma violence l'avait effrayée, elle pleurait presque. Tout à coup elle m'a dit. Rendez-moi donc mon papier, tiens. C'est pour jouer. Je l'ai remise à sa bonne. Emportez-la. Et je suis retombée sur ma chaise, sombre, désert, désespérée. À présent il devrait venir, je ne tiens plus à rien, la dernière fibre de mon cœur est brisée. Je suis bon pour ce qu'ils vont faire. Chapitre 44. Le prêtre est bon, le gendarme aussi. Je crois qu'ils ont versé une larme quand j'ai dit qu'on m'emporta mon enfant. C'est fait.
Maintenant il faut que je me roidisse en moi-même, et que je pense fermement au bourreau, à la charrette, aux gendarmes, à la foule sur le pont, à la foule sur le quai, à la foule aux fenêtres, et à ce qu'il y aura exprès pour moi sur cette lugubre place de Grève, qui pourrait être pavée des têtes qu'elle a vues tomber. Je crois que j'ai encore 1 heure pour m'habituer à tout cela. Chapitre 45. Tout ce peuple rira, battra des mains, applaudira. Et parmi tous ces hommes, libres et inconnus des geôliers, qui courent pleins de joie à une exécution, dans cette foule de têtes qui couvrira la place, il y aura plus d'une tête prédestinée qui suivra la mienne tôt ou tard dans le panier rouge. Plus d'un qui y vient pour moi y viendra pour soi. Pour ces êtres fatals il y a sur un certain point de la place de Grève un lieu fatal, un centre d'attraction, un piège. Ils tournent autour jusqu'à ce qu'il y soit. Chapitre 46. Ma petite Marie. On l'a emmenée jouer, elle regarde la foule par la portière du fiacre, et ne pense déjà plus à ce monsieur. Peut-être aurai-je encore le temps d'écrire quelques pages pour elle, afin qu'elle les lise un jour, et qu'elle pleure dans 15 ans pour aujourd'hui. Oui, il faut qu'elle sache par moi mon histoire, et pourquoi le nom que je lui laisse est sanglant. Chapitre 47. Mon histoire. Note de l'éditeur. On a pu encore retrouver les feuillets qui se rattachaient à celui-ci. Peut-être, comme ceux qui suivent semblent l'indiquer, le condamné n'a-t-il pas eu le temps de les écrire. Il était tard quand cette pensée lui est venue. Chapitre 48. D'une chambre de l'hôtel de ville. De l'hôtel de ville. Ainsi j'y suis. Le trajet exécrable est fait. La place est là, et au-dessous de la fenêtre l'horrible peuple qui aboie, et m'attend, et rit. J'ai eu beau me roidir, beau me crisper, le cœur m'a failli. Quand j'ai vu au-dessus des têtes ces 2 bras rouges, avec leur triangle noir au bout, dressés entre les 2 lanternes du quai, le cœur m'a failli. J'ai demandé à faire une dernière déclaration. On m'a déposé ici, et l'on est allé chercher quelques procureurs du roi. Je l'attends, c'est toujours cela de gagner. Voici. 3 heures sonnaient, on est venu m'avertir qu'il était temps. J'ai tremblé, comme si j'eusse pensé à autre chose depuis 6 heures, depuis 6 semaines, depuis 6 mois. Cela m'a fait l'effet de quelque chose d'inattendu. Ils m'ont fait traverser leurs corridors et descendre leurs escaliers. Ils m'ont poussé entre 2 guichets du rez-de-chaussée, salle sombre, étroite, voûtée, à peine éclairée d'un jour de pluie et de brouillard. Une chaise était au milieu. Ils m'ont dit de m'asseoir, je me suis assis. Il y avait près de la porte et le long des murs quelques personnes debout, outre le prêtre et les gendarmes, et il y avait aussi 3 hommes. Le premier, le plus grand, le plus vieux, était gras et avait la face rouge. Il portait une redingote et un chapeau à 3 cornes déformées. C'était lui. C'était le bourreau, le valet de la guillotine. Les 2 autres étaient ses valets, à lui. À peine assis, les 2 autres se sont approchés de moi, par derrière, comme des chats, puis tout à coup j'ai senti un froid d'acier dans mes cheveux et les ciseaux ont grincé à mes oreilles. Mes cheveux, coupés au hasard, tombaient par mèches sur mes épaules, et l'homme au chapeau à 3 cornes les époussetait doucement avec sa grosse main. Autour, on parlait à voix basse. Il y avait un grand bruit au dehors, comme un frémissement qui ondulait dans l'air. J'ai cru d'abord que c'était la rivière, mais, à des rires qui éclataient, j'ai reconnu que c'était la foule. Un jeune homme, près de la fenêtre, qui écrivait, avec un crayon, sur un portefeuille, a demandé à un des guichetiers comment s'appelait ce qu'on faisait là. La toilette du condamné, a répondu l'autre.
J'ai compris que cela serait demain dans le journal. Tout à coup l'un des valets m'a enlevé ma veste, et l'autre a pris mes 2 mains qui pendaient, les a ramenées derrière mon dos, et j'ai senti les nœuds d'une corde se rouler lentement autour de mes poignets rapprochés. En même temps, l'autre détachait ma cravate. Ma chemise de batiste, seul lambeau qui me resta du mois d'autrefois, l'a fait en quelque sorte hésiter un moment, puis il s'est mis à en couper le col. À cette précaution horrible, au saisissement de l'acier qui touchait mon cou, mes coudes ont tressailli, et j'ai laissé échapper un rugissement étouffé. La main de l'exécuteur a tremblé. « Monsieur, m'a-t-il dit, pardon. Est-ce que je vous ai fait mal ? » Ces bourreaux sont des hommes très doux. La foule hurlait plus haut dehors. Le gros homme au visage bourgeonné m'a offert à respirer un mouchoir imbibé de vinaigre. « Merci, lui ai-je dit de la voix la plus forte que j'ai pu, c'est inutile, je me trouve bien. » Alors l'un d'eux s'est baissé et m'a lié les 2 pieds, au moyen d'une corde fine et lâche, qui ne me laissait à faire que de petits pas. Cette corde est venue se rattacher à celle de mes mains. Puis le gros homme a jeté la veste sur mon dos, et a noué les manches ensemble sous mon menton. Ce qu'il y avait à faire là était fait. Alors le prêtre s'est approché avec son crucifix. « Allons, mon fils, m'a-t-il dit. » Les valets m'ont pris sous les aisselles. Je me suis levé, j'ai marché. Mes pas étaient mous et fléchissaient comme si j'avais eu 2 genoux à chaque jambe. En ce moment la porte extérieure s'est ouverte à 2 battants. Une clameur furieuse et l'air froid et la lumière blanche ont fait irruption jusqu'à moi dans l'ombre. Du fond du sombre guichet, j'ai vu brusquement tout à la fois, à travers la pluie, les 1000 têtes hurlantes du peuple entassées pêle-mêle sur la rampe du grand escalier du palais, à droite, de plein pied avec le seuil, un rang de chevaux de gendarmes, dont la porte basse ne me découvrait que les pieds de devant et les poitrails, en face, un détachement de soldats en bataille, à gauche, l'arrière d'une charrette, auquel s'appuyait une roue d'échelle. Tableau hideux, bien encadré dans une porte de prison. C'est pour ce moment redouté que j'avais gardé mon courage. J'ai fait 3 pas, et j'ai paru sur le seuil du guichet. « Le voilà, a crié la foule. Il sort. Enfin. Et les plus près de moi battaient des mains. Si fort qu'on aime un roi, ce serait moins de fête. C'était une charrette ordinaire, avec un cheval étique, et un charretier en sarrau bleu à dessins rouges, comme ceux des maraîchers des environs de Bicêtre. Le gros homme en chapeau à 3 cornes est monté le premier. « Bonjour, monsieur Samson !» criaient des enfants pendus à des grilles. Un valet l'a suivi. « Bravo, mardi !» ont crié de nouveau les enfants. Ils se sont assis tous 2 sur la banquette de devant. C'était mon tour. J'ai monté d'une allure assez ferme. « Il va bien ?» a dit une femme à côté des gendarmes. Cet atroce éloge m'a donné du courage. Le prêtre est venu se placer auprès de moi. On m'avait assis sur la banquette de derrière, le dos tourné au cheval. J'ai frémi de cette dernière attention. Ils mettent de l'humanité là-dedans. J'ai voulu regarder autour de moi. Gendarmes devant, gendarmes derrière, puis de la foule, et de la foule, une mer de têtes sur la place. Un piquet de gendarmerie à cheval m'attendait à la porte de la grille du palais. L'officier a donné l'ordre. La charrette et son cortège se sont mis en mouvement, comme poussés en avant par un hurlement de la populace. On a franchi la grille.
Au moment où la charrette a tourné vers le pont au change, la place a éclaté en bruit, du pavé au toit, et les ponts et les quais ont répondu à faire un tremblement de terre. C'est là que le piquet qui attendait s'est rallié à l'escorte. Chapeau bas, criaient 1000 bouches ensemble. Comme pour le roi. Alors j'ai ri horriblement aussi, moi, et j'ai dit au prêtre. Eux les chapeaux, moi la tête. On allait au pas. Le quai aux fleurs embaumait ses jours de marché. Les marchands ont quitté leurs bouquets pour moi. Vis-à-vis, un peu avant la tour carrée qui fait le coin du palais, il y a des cabarets, dont les entresols étaient pleins de spectateurs heureux de leur belle place. Surtout des femmes. La journée doit être bonne pour les cabaretiers. On louait des tables, des chaises, des échafaudages, des charrettes. Tout pliait de spectateurs. Des marchands de sang humain criaient à tue-tête. Qui veut des places? Une rage m'a pris contre ce peuple. J'ai eu envie de leur crier. Qui veut la mienne? Cependant la charrette avançait. À chaque pas qu'elle faisait, la foule se démolissait derrière elle, et je la voyais de mes yeux égarés qui s'allaient reformer plus loin sur d'autres points de mon passage. En entrant sur le pont au change, j'ai par hasard jeté les yeux à ma droite en arrière. Mon regard s'est arrêté sur l'autre quai, au-dessus des maisons, à une tour noire, isolée, hérissée de sculptures, au sommet de laquelle je voyais 2 monstres de pierre assis de profil. Je ne sais pourquoi j'ai demandé au prêtre ce que c'était que cette tour. Saint-Jacques-la-Boucherie, a répondu le bourreau. J'ignore comment cela se faisait, dans la brume, et malgré la pluie fine et blanche qui rayait l'air comme un réseau de fils d'araignées, rien de ce qui se passait autour de moi ne m'a échappé. Chacun de ces détails m'apportait sa torture. Les mots manquent aux émotions. Vers le milieu de ce pont au change, si large et si encombré que nous cheminions à grand-peine, l'horreur m'a pris violemment. J'ai craint de défaillir, dernière vanité. Alors je me suis étourdi moi-même pour être aveugle et pour être sourd à tout, excepté au prêtre, dont j'entendais à peine les paroles, entrecoupées de rumeurs. J'ai pris le crucifix et je l'ai baisé. Ayez pitié de moi, ai-je dit, à mon Dieu. Et j'ai tâché de m'abîmer dans cette pensée. Mais chaque chaos de la dure charrette me secouait. Puis tout à coup je me suis senti un grand froid. La pluie avait traversé mes vêtements, et mouillait la peau de ma tête à travers mes cheveux coupés et courts. « Vous tremblez de froid, mon fils ?» m'a demandé le prêtre. « Oui, ai-je répondu. Hélas, pas seulement de froid. » Au détour du pont, des femmes m'ont plaint d'être si jeune. Nous avons pris le fatal quai. Je commençais à ne plus voir, à ne plus entendre. Toutes ces voix, toutes ces têtes aux fenêtres, aux portes, aux grilles des boutiques, aux branches des lanternes, ces spectateurs avides et cruels, cette foule où tout me connaisse et où je ne connais personne, cette route pavée et murée de visages humains. J'étais ivre, stupide, insensé. C'est une chose insupportable que le poids de tant de regards appuyés sur vous. Je vacillais donc sur le banc, ne prêtant même plus d'attention au prêtre et au crucifix. Dans le tumulte qui m'enveloppait, je ne distinguais plus les cris de pitié des cris de joie, les rires des plaintes, les voix du bruit, tout cela était une rumeur qui résonnait dans ma tête comme dans un écho de cuivre. Mes yeux lisaient machinalement les enseignes des boutiques. Une fois, l'étrange curiosité me prit de tourner la tête et de regarder vers quoi j'avançais. C'était une dernière bravade de l'intelligence. Mais le corps ne voulut pas, ma nuque resta paralysée et d'avance comme morte.
J'entrevis seulement de côté, à ma gauche, au-delà de la rivière, la tour de Notre-Dame, qui, vue de là, cache l'autre. C'est celle où est le drapeau. Il y avait beaucoup de monde, et qui devait bien voir. Et la charrette allait, et les boutiques passaient, et les enseignes se succédaient, écrites, peintes, dorées, et la populace riait et trépignait dans la boue, et je me laissais aller, comme à leurs rêves ceux qui sont endormis. Tout à coup la série des boutiques qui occupaient mes yeux s'est coupée à l'angle d'une place, la voix de la foule est devenue plus vaste, plus glapissante, plus joyeuse encore, la charrette s'est arrêtée subitement, et j'ai failli tomber la face sur les planches. Le prêtre m'a soutenu. Courage, a-t-il murmuré. Alors on a apporté une échelle à l'arrière de la charrette, il m'a donné le bras, je suis descendu, puis j'ai fait un pas, puis je me suis retourné pour en faire un autre, et je n'ai pu. Entre les deux lanternes du quai, j'avais vu une chose sinistre. Oh! C'était la réalité. Je me suis arrêté, comme chancelant déjà du coup. J'ai une dernière déclaration à faire. Ai-je crié faiblement. On m'a monté ici. J'ai demandé qu'on me laissât écrire mes dernières volontés. Ils m'ont délié les mains, mais la corde est ici, toute prête, et le reste est en bas. Chapitre 49. Un juge, un commissaire, un magistrat, je ne sais de quelle espèce, vient de venir. Je lui ai demandé ma grâce en joignant les deux mains et en me traînant sur les deux genoux. Il m'a répondu, en souriant fatalement, si c'est là tout ce que j'avais à lui dire. Ma grâce, ma grâce. Ai-je répété, ou, par pitié, 5 minutes encore. Qui sait? Elle viendra peut-être. Cela est si horrible à mon âge, de mourir ainsi. Des grâces qui arrivent au dernier moment, on l'a vu souvent. Et à qui fera-t-on grâce, monsieur, si ce n'est à moi? Cet exécrable bourreau. Il s'est approché du juge pour lui dire que l'exécution devait être faite à une certaine heure, que cette heure approchait, qu'il était responsable, que d'ailleurs il pleut, et que cela risque de se rouiller. Et, par pitié, 1 minute pour attendre ma grâce. Ou je me défends. Je mords. Le juge et le bourreau sont sortis. Je suis seul. Seul avec 2 gendarmes. Oh! L'horrible peuple avec ses cris d'hyène. Qui sait si je ne lui échapperai pas? Si je ne serai pas sauvé? Si ma grâce? Il est impossible qu'on ne me fasse pas grâce. Ah! Les misérables! Il me semble qu'on monte l'escalier. 4 heures.